Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, un seul sujet à l'ordre du jour. J'ai rencontré des auditeurs des institutions supérieures de contrôle d'Afrique qui travaillent sur un audit de la mobilisation des ressources domestiques pour financer les budgets des États, mais surtout de comment cette mobilisation de ressources est protégée des flux financiers illicites. 17 pays au total membres de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle participent à l'exercice. Nous avons eu le privilège de les former sur la question des flux financiers illicites et des indicateurs que nous utilisons notamment sur l'indice d'opacité financière, mais aussi l'indice des paradis fiscaux. Et nous avons eu la chance de pouvoir discuter avec deux d'entre eux. Vous écouterez les développements tout à l'heure. Je rappelle que ce podcast est disponible sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn, S-Y-N à la fin, mais aussi vous pouvez aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network sous le lien de taxcast.net et vous recherchez l'onglet en français. Sur YouTube, www.impotsetjusticesociale.com. Nous sommes aussi présents sur Stitcher et pour ceux qui veulent interagir sur les réseaux sociaux, allez sur notre page Twitter, hashtag #impotsocial, Facebook, Impôts et justice sociale. Et pour ceux qui veulent directement nous joindre par email, impôts-social@outlook.fr. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, je vous le disais en une de cette nouvelle édition, l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle est en train de préparer un audit sur la capacité de l'architecture qui permet de mobiliser les ressources domestiques à être protégées contre les flux financiers illicites. Nous avons eu l'opportunité d'être ceux qui les formaient à comprendre ce que c'est que les flux financiers illicites et comment cela peut faire l'objet d'un audit. L'occasion nous a été donnée de discuter avec certains d'entre eux et vous allez comprendre avec le docteur membre de l'ISC du Niger que ce n'est pas toujours quelque chose d'acquis et que les flux financiers illicites, notamment à motivation fiscale, peuvent être très complexes à comprendre. Écoutez l'interview ou l'entretien que j'ai eu avec lui alors que nous venions de terminer cette formation. A priori, docteur, avant que vous ne veniez à ce séminaire, est-ce que vous vous étiez rendu compte, si oui comment, que les flux financiers illicites pouvaient constituer un problème pour la mobilisation des ressources? Et ces flux financiers, même si c'est quand même un domaine nouveau pour certains, il faut rappeler que c'est un fléau quand même qui ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, en tant que cadre principal des impôts, déjà nous avons commencé par le constater dans le domaine commercial, à travers les bureaux de transfert et justement notamment les opérations intra-groupes qui se scindent, si vous voulez, en deux axes. Vous avez d'une part les frais de siège et vous avez aussi les contrats d'assistance à réalité technique à travers lesquels souvent on arrive à remarquer que la contrepartie qui est reçue des entreprises de droit nigérien, qui sont les filiales le plus souvent, et sans qu'on mesure avec quand même les flux qu'ils envoient à leur société mère. Et justement, cela a même amené l'État nigérien à légiférer, pour en tout cas encadrer davantage ces flux-là, pour que, autant que faire se peut, l'État arrive quand même à les capter, et surtout à taxer éventuellement ces flux-là. Et bien entendu, de la même lancée, il faut prendre en compte aussi les opérations de prêt, par exemple, entre sociétés appartenant à un même groupe. Et donc, du coup, c'est aligné
si vous voulez, à ce qu'on appelle en droit les comptes courants d'associés. Et les comptes courants d'associés, lorsque cela existe chez nous, la législation locale a prévu quand même des garde-fous pour minorer autant que faire se peut, en tout cas la saignée financière, à travers un plafonnement des intérêts. Le compte courant d'associés, c'est quoi? C'est lorsqu'une société, un associé fait crédit à sa société. Et l'associé, souvent, c'est la société mère qui fait crédit à sa filiale. Absolument. Et donc, du coup, elle peut se voir rémunérée, si vous voulez, à travers des intérêts assez exorbitants. Et chez nous, en réalité, on ne peut pas les rémunérer, par exemple, à un taux d'intérêt supérieur à 3% du taux d'escompte de la BCAO. Un taux d'escompte qui tourne autour de 5 à 6%, c'est-à-dire que maximum 9 à 10% chez nous. Donc voilà, entre autres, déjà, législations qui ont été générées à travers la constatation permanente dans le temps de ces flux financiers dans le domaine de la comptabilité. Et mieux, même quand on vient à l'interne, les flux financiers, c'est pas surtout à l'international, hein. Il faut voir déjà le système fiscal nigérien de manière générale. C'est un système qui est déclaratif. C'est ce qui se passe un peu partout, en tout cas dans le monde, où le contribuable lui-même étant censé connaître la loi, parce que le projet des impôts, c'est la loi, le contribuable, au regard de ses revenus et de son activité, est censé connaître tous les impôts dont il est passible et connaître comment les liquider, les payer et à bonne date. Du coup, le rôle de notre administration fiscale est relégué, si vous voulez, a posteriori, pour faire des contrôles. Et justement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de faux qui s'est fait. On majore souvent les charges, on minore les recettes. Et c'est ce qui a amené justement à implémenter, à mettre en œuvre à partir de 2020-2021 la facture certifiée qui permet quand même de minorer le risque de fraude à travers la facturation. La facture certifiée qui est exigée désormais dans beaucoup de pays de l'UEMOA, j'imagine que c'est une directive sous-régionale. Mais vous l'avez dit, chaque fois que vous mettez une législation, les perpéteurs, enfin ceux qui perpétuent les flux financiers illicites, trouvent des nouvelles stratégies. Et une des stratégies, c'est de se cacher derrière des entités écrans. Aujourd'hui, où est-ce que le Niger en est avec la question du bénéficiaire effectif, qui est une des solutions avec lesquelles Tax Justice Network, notre organisation, a convaincu pas mal de pays à mettre en place pour quand même limiter le manque de transparence qu'il peut y avoir sur ceux qui doivent vraiment payer l'impôt. Bon, pour répondre à cette question, je pense qu'au Niger, le plus important, on dit, lorsque le revenu ou bien la richesse est de source nigérienne, peu importe le bénéficiaire, l'impôt qui est calculé sur la même personne qui aura été sur le territoire nigérien est calculé effectivement sur les revenus qui sont servis à une personne qui est étrangère, au même taux que en réalité les nationaux qui sont présents sur le territoire nigérien. Parce qu'à défaut d'avoir les moyens scientifiques nécessaires pour suivre effectivement tous ces grands bandits-là, la loi de façon péremptoire essaie de taxer tous ceux qui sont sur le territoire national avant que ça ne sorte. Okay. Et donc on a toute une panoplie de dispositions dans ce sens-là pour quand même faire en sorte que les revenus soient taxés en tout cas au Niger. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vos revenus proviennent, si vous êtes sur le territoire nigérien, vous êtes obligé de payer un impôt sur vos revenus qui arrivent. Sur les revenus gagnés au Niger. Les revenus gagnés au Niger. Gagnés sur le territoire et qu'en est-il si je m'installe au Niger, docteur, et que j'ai mon revenu qui vient par exemple d'une consultation que j'ai faite pour la Banque mondiale? Très bien. Si vous venez par exemple faire une prestation localement au Niger, vous n'êtes pas nigérien, ça veut dire que vous n'êtes pas un contribuable au sens fiscal au Niger, vous n'êtes pas identifié fiscalement au Niger. Oui. Donc, qu'est-ce que la loi fiscale dit chez nous? Vous avez deux impôts qu'on va prélever sur les honoraires qui vous auront été payés. Ok. Il y a d'abord ce qu'on appelle la TVA pour compte de tiers, qui a un taux de 19%. Je prends un cas concret. Supposons que vous êtes venu faire une prestation intégrée sur le territoire nigérien à la commande de la Banque mondiale. Ouais. La Banque mondiale vous donne in fine 100 millions, 1 million. Votre 1 million, pas quand même 100 millions. 1 million. Ce million-là, il est considéré au regard de la loi fiscale nigérienne comme étant un montant TTC. Parce que vous n'êtes pas à même de facturer la TVA. Pour facturer la TVA au Niger, il faut avoir un numéro d'identification fiscale nigérien. Ouais. Pour facturer la TVA. Et il faut être au réel d'imposition. Bien sûr. Et donc, comme vous n'avez ni un NIF, donc a fortiori pas de régime, vous ne pouvez pas facturer la TVA. Votre facture sera hors taxe. C'est comme si vous exportez de la prestation. Et cette facture hors taxe-là est considérée comme étant une facture TTC. Donc, on prend 19% de ce montant-là.
Et mieux encore, on vous prélève encore la retenue à la source BIC, qu'on appelle l'impôt sur les bénéfices des non-résidents. Ok. Et donc, finalement, votre facture de 1 million sera amputée de 19% pour la TVA et de 16% au titre de l'impôt sur les sociétés, donc l'impôt sur les bénéfices chez nous. Ok. Donc, du coup, c'est comme si vous perdez à peu près 35% de votre facture. Alors parce que si vous étiez simplement, résident fiscal, vous payeriez combien? Si vous êtes résident fiscal, c'est une facture, c'est une recette qui va être déclarée comme telle dans votre activité. Ouais. Et donc, vous aurez seulement in fine à payer l'impôt sur les bénéfices là-dessus. Parce que la TVA, vous l'aurez donc dans ce cas collectée. Cette analyse est faite dans le cadre du Tax Justice Network dans ce qu'on appelle le Consistent Income Tax, c'est-à-dire la consistency, la consistance dans l'impôt sur le revenu. Je trouve très intéressant le cas du Niger. Mais je demande, docteur, imaginez que moi, Idriss, je viens m'installer au Niger, je ne suis pas résident fiscal, j'ai quand même... je viens m'installer pour 3 mois, puisque le Niger me donne le droit de m'installer pour 3 mois et de repartir. Et j'ai la possibilité d'avoir un compte bancaire au Niger. Je reçois un paiement qui vient de Washington. Comment est-ce que le Niger calcule cet impôt-là sur ce type de personnes? Est-ce qu'il y a les moyens d'éviter que je génère des flux financiers illicites en me cachant au Niger? Je ne sais pas trop, je ne sais pas comment... Ça reste une question complexe. C'est un peu compliqué. Oui, je me dis bien. Parce que beaucoup de pays africains n'ont pas pensé à ce qu'on appelle le Consistent Income Tax. Mais évidemment, on pourra revenir dessus. Un autre aspect que nous trouvons intéressant, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent publier leurs comptes pays par pays. Que vous puissiez, pour toutes les multinationales que vous avez au niveau du Niger, qu'elles vous rendent compte de ce que les autres filiales ont fait pour que vous soyez sûr que vous contrôlez les prix de transfert. Est-ce que ce type de dispositif existe chez vous? Je ne pense pas. Notre législation est beaucoup plus alignée à capter autant que faire se peut quand même les activités réalisées par les filiales de ces grands groupes-là sur le territoire nigérien. Et évidemment, mais en même temps, si jamais on arrive à un stade où vous avez dit que parfois les entreprises facturent des prêts à des taux qui sont beaucoup plus élevés que le seuil de la BCEAO. Donc, comment vous faites pour savoir que le prix que l'entreprise donne est un prix qui a été calculé sur le juste prix? Bon, dans tous les cas, s'il y a un prêt qui est consenti à une société par une autre, et c'est sur la base d'une convention entre deux entités juridiquement différentes. Et donc, dans cette convention de prêt-là, le taux d'intérêt est forcément mis. Ça existe. Il suffit simplement de voir ce taux d'intérêt-là qui a été mis dans le contrat de prêt entre les deux entités et de le comparer au taux d'escompte de la BCEAO majoré de 3 points, comme dit le Code général des impôts au Niger. Donc, ça veut dire que le surplus-là, même si la filiale nigérienne l'aura envoyé à sa mère, elle est censée être encore là et taxée à l'impôt sur les revenus. Et vous pourrez à tout moment revenir dessus. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous retenez principalement de l'atelier qui vient de s'achever sur les flux financiers illicites? Ce que je retiens, en tout cas, on a beaucoup appris. Sauf que peut-être on était un peu resté à notre fin par rapport à la question même des flux. Moi, j'aurais personnellement souhaité qu'on mette beaucoup plus l'accent pour que les gens comprennent de bout en bout c'est quoi ces flux-là, en tout cas pour l'essentiel, pour ne pas dire pour les plus dangereux. On s'appréhendait beaucoup dessus parce qu'il y a des participants qui ne s'y connaissent pas beaucoup. Et je pense que c'est très bon pour la suite de l'audit qui vient. Parce que si on n'arrive pas à bien comprendre ces flux en tant que tel, il est bien normal qu'on ne puisse pas délimiter un champ d'application assez conséquent à ces parties-là. Voilà. L'autre chose, la formation elle est bonne, mais on a trouvé que c'est un peu condensé. Moi, je suis professeur quand même à l'université chez Vakater, à l'université de Niamey, où j'enseigne le droit. J'ai trouvé que c'est un peu trop condensé. On aurait pu peut-être prendre 1 ou 2 semaines pour faire ce travail-là, parce que n'oubliez pas que vous avez des équipes de l'école des novices sur l'audit de performance. C'est vrai, en l'état, on va continuer à apprendre, mais ici, on a quand même beaucoup de sensibilités qui sont là. Ça aurait permis quand même, si on avait plus de temps, de faire des choses beaucoup plus intéressantes pour faire finalement des experts en audit de performance pour tous ceux qui sont là. En tout cas, l'ONG pour laquelle je travaille, Tax Justice Network, produit de nombreuses documentations sur ces flux. Certainement, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais si vous aviez une demande à une ONG comme Tax Justice Network, on n'est pas des professeurs, mais on a quand même beaucoup avancé dans le plaidoyer pour la justice fiscale. Ce serait quoi en rapport à ces flux financiers illicites? C'est peut-être de dérouler au niveau des différents États, surtout nos États africains quand même, la science
Parce que c'est tout là le problème. Hein. Qu'est-ce qu'on apprendrait à un docteur? Non, mais malheureusement, tout le monde n'est pas docteur. Ouais, un peu. C'est vraiment de former davantage, en tout cas, les cadres au niveau de chaque État, ceux qui entrent à la ligne de compte, en tout cas, dans la surveillance de ces flux-là, qu'ils soient suffisamment mis à jour. Parce que justement, votre organisation est très à jour. Et certainement, dans nos pays, les gens ne sont pas souvent à jour. Et je pense que c'est le lieu quand même de faire un plaidoyer pour que vous cibliez les besoins en formation des différents acteurs qui entrent en ligne de compte, en tout cas dans la lutte contre ces flux-là, pour que justement cela soit beaucoup plus efficace. En tout cas, docteur, le message est bien passé. Je n'hésiterai pas à discuter de cela avec mes autres collègues. Nous serons certainement bientôt au Niger pour un petit atelier de formation pour discuter davantage de ces questions. Merci beaucoup, docteur. Vous serez les bienvenus. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci au docteur Hamidou Moussa qui conseille en effet l'institution, qui est conseillé au sein de l'institution supérieure de contrôle au Niger, pays africain riche en uranium, mais voilà, qui doit encore courir pour mobiliser des ressources domestiques de façon durable. Le même exercice, nous l'avons fait avec Paul Niamsi. Lui, il est auditeur au sein du ministère camerounais en charge du contrôle supérieur de l'État. Et l'échange avec lui est aussi tout autant intéressant. Écoutez l'entrevue que nous avons fait ensemble. Alors, Paul Niambi, tu es sur le podcast francophone de Tax Justice Network, le réseau d'experts pour la justice fiscale. Et c'est le podcast qui parle de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Tu as assisté à cet atelier de planification d'un important audit des institutions supérieures de contrôle d'Afrique sur les cadres légaux, régulateurs et institutionnels en matière de mobilisation de revenus, notamment pour une meilleure protection contre les flux financiers illicites. Alors, d'emblée, quel est ton sentiment après avoir assisté à un tel atelier? Est-ce que tes convictions ont été renforcées ou est-ce que tu as appris de nouvelles choses qui, de ton point de vue, pourront servir dans ton travail d'auditeur? Je dis merci. Avant déjà de commencer à penser à la réponse substantielle, qu'il me soit permis de dire ouf, et enfin, l'Afrique pense déjà à se protéger, particulièrement en ce qui concerne les flux financiers. Nous savons de par le monde que les mouvements financiers ont entraîné de graves crises. Et aujourd'hui, où nous assistons à une montée de l'inflation partout dans le monde et également inflation due à la crise en Ukraine, il est donc normal de vouloir conserver par devers son territoire les flux générés par l'activité même dans ce territoire. Pour revenir donc au sentiment qui a été le mien, c'est d'abord un sentiment de joie de constater que l'Afrique se prend en main par les Africains. Il y a quelques années encore, on aurait confié cette activité de renforcement des capacités à des personnes expatriées, encore de nature à avoir des flux quitter le continent vers un autre. Mais aujourd'hui, l'Afrique prend conscience de son potentiel intellectuel, de son potentiel financier. Et c'est ce qui m'a marqué le plus, être mis à niveau par des jeunes personnes et surtout du continent africain et surtout des personnes dotées de capacités intellectuelles requises pour la circonstance. Alors nous avons été satisfaits, tout a été abordé, mais je dois aussi dire que nous aurions aimé avoir plus d'exercices pratiques. Et je comprends, le crédit temps qui nous a été alloué ne l'a pas peut-être permis, mais nous espérons que plus tard et à l'avenir, on en tiendra compte. Oui, de toute façon, on peut aussi remercier Tax Justice Network qui m'a permis, en tant qu'Africain, d'accéder à la connaissance sur cette question qui est assez complexe, qui a déjà été adressée par des ministres africains, notamment Thabo Mbeki. On se rappelle, c'est quand même lui qui avait initié le problème dès le départ. Mais
Nous avons beaucoup parlé de transparence. Et des éléments clés de la transparence, c'est le bénéficiaire effectif. Le Cameroun est en train d'avancer sur ce processus. Et de ton point de vue d'auditeur, est-ce que tu penses que une loi effective sur la transparence des bénéficiaires effectifs, comme l'a toujours dépendu Tax Justice Network, est quelque chose qui pourrait débloquer plus de possibilités pour les administrations fiscales? La transparence renvoie d'abord à la notion en l'espèce, à la notion de partage d'informations et de fluidité de l'information. Au Cameroun, en 2018, il y a une loi qui a été publiée sur la transparence, intitulée le Code de transparence. Et de bonne gouvernance. Et voilà, qui commence déjà à définir les mécanismes de communication de ce que font les entités publiques relativement aux missions qui leur sont dévolues par les tests. Mais sur le plan fiscal, la transparence est d'autant plus importante qu'au Cameroun, c'est le régime de la déclaration. Cela signifie que le contribuable peut déclarer ce qu'il veut, sans rapport, ou même se cacher, on ne connaît pas, il ne déclare rien. Sans rapport avec l'activité réelle, ou encore rester dans le maquis, c'est-à-dire ne pas avoir une existence légale alors qu'il mène des activités au sein du territoire camerounais. La transparence devient donc une notion clé dans le cadre du rendement fiscal. C'est-à-dire, plus on est transparent, mieux on connaît la base d'imposition et mieux on peut également combattre les distributions déguisées de revenus des capitaux mobiliers. Parce que là encore, des activités se réalisent concernant des entreprises entretenant des relations mère-fille et à travers cette opacité, il y a un flou sur le gain réel ou sur les charges réelles qui pèsent sur les uns et les autres. La transparence vient donc apporter de la lumière à ces zones d'ombre et déterminer le prix réel des échanges et la valeur réelle même des bénéfices engrangés et distribués. Alors aujourd'hui, en tant qu'auditeur, vous êtes habitué davantage à des audits d'efficience financière, des audits économiques, des audits pour s'assurer que l'argent a été bien utilisé. Mais on vous demande aujourd'hui d'auditer que l'environnement et la qualité des lois pour mobiliser cet argent est suffisamment solide contre les flux financiers illicites. Alors, en tant qu'auditeur public, quels sont les types de compétences ou le type d'expertise que vous pensez être nécessaires pour vous, sur lesquels vous souhaiterez qu'il y ait peut-être des renforcements de capacités ou des accompagnements en termes de connaissances? Depuis ma banque, je tiens à rappeler que j'ai mené des audits sur le plan des recettes, des audits sur la dette. Donc, la dette. La dette publique. Ça, c'est sûr. Et revenons donc sur ce qui est du cadre actuel et des compétences requises, puisqu'il s'agit d'un domaine qui fait appel à la fois aux techniques, à l'ingénierie financière, je préfère le dire ainsi. Bien sûr, bien sûr. Qui fait énormément recours à des cabinets d'avocats et à tout ce qui concerne les professions libérales. Oui, les grands firmes d'audit, les notaires. Voilà. Je pense aujourd'hui qu'il faut plusieurs compétences pour mener à bien des audits sur les flux financiers illicites. D'abord, des compétences juridiques, parce que tout est juridique dans le monde. Absolument. Et ensuite, des compétences financières, des compétences économiques et surtout, sur le droit budgétaire, des connaissances fiscales. Effectivement. Pourquoi fiscales? En réalité, parce que le défi est celui de la maîtrise de la matière imposable. Exactement. Et surtout des personnes imposables et du lieu de leur imposition. À qui revient la compétence d'imposer la matière à imposer? Je crois que là est toute la question et c'est un peu ce qui nécessite à la fois des connaissances juridiques, des connaissances fiscales et surtout des connaissances financières pour être à même de démasquer toute l'ingénierie financière qui tend à minimiser, à éroder la base
d'imposition. En tout cas, Monsieur Paul Nyambi, j'entends bien cette requête. Chez Tax Justice Network, nous avons travaillé sur beaucoup d'outils. Nous les mettons gratuitement à la disposition des entités, que ce soit les sociétés civiles ou les secteurs publics. Nous espérons qu'un jour, peut-être que vous consulterez ce site pour aussi vous abreuver, compenser le peu de lacunes, parce que les auditeurs ont quand même beaucoup de compétences, le peu de lacunes qui vous reste. Que pensez-vous de cette suggestion? Elle est la bienvenue parce qu'en réalité, d'après les principes qui gouvernent même la fonction d'auditeur, il doit consacrer, je peux me tromper, 40% de son temps libre à la formation 40%, et 60% à l'exécution des audits. Absolument. Étant encore entendu qu'en réalité, c'est un learning by doing. Lorsqu'on fait de l'audit, on apprend énormément. Et on se réajuste. Mais également, nous avons besoin de ces 40% de temps pour nous mettre à niveau parce que tout évolue. L'autre disait bien en philosophie que l'oiseau de Minerve arrive à la tombée de la nuit. Hegel. Il en est de même en matière d'audit. En réalité, les fraudeurs ont toujours une longueur d'avance sur les auditeurs. Ils attendent l'opacité de la nuit, le secret. Voilà. Donc, maintenant, il est possible aux auditeurs, par le biais des formations, des mises à niveau, des connaissances, d'anticiper sur les stratégies mises en œuvre par d'éventuels fraudeurs. D'où des sites de ce genre sont les bienvenus parce que gratuitement, elles concourent à la formation de l'auditeur qui en a tant besoin. Et il faut le souligner, nos ISC n'arrivent pas à suivre cette répartition 40%, 60%, non pas parce qu'elles manquent de volonté, parce que ce qui manque le plus, ce sont les ressources financières. La volonté y est, on dresse un calendrier de formation, mais du fait même des budgets, on n'y parvient pas. Donc trouver des sites dans lesquels les auditeurs peuvent s'abreuver est déjà une aubaine, je peux même dire d'origine divine. En tout cas, M. Paul Nyambi, auditeur au ministère rattaché à la présidence du Cameroun, en charge du contrôle supérieur de l'État, merci. Faites un tour sur le site du Financial Secrecy Index, l'indice d'opacité financière. C'est gratuit, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de formations. Et j'espère très bientôt vous retrouver sur le podcast de Tax Justice Network. Merci. Je crois bien que je le consulterai dès ce soir. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à dire merci à nos deux invités, le docteur Hamidou Moussa, qui est conseiller au sein de l'Institution supérieure de contrôle du Niger, et M. Paul Nyambi, qui est auditeur au ministère camerounais en charge du contrôle supérieur de l'État, mais aussi à AFROSAI, l'organisation africaine des institutions supérieures de contrôle, qui a accepté qu'un expert de Tax Justice Network soit celui qui les conseille en matière de flux financiers illicites afin de pouvoir mener cet important exercice d'audit. Pour la prochaine édition, nous allons revenir certainement avec un nouveau format, mais aussi une nouvelle émission. Nous parlerons notamment d'inégalités, de comment les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres deviennent toujours plus pauvres, alors que tout le monde est soumis parfois au même niveau de TVA, sans aucune régression possible. Ce sera un débat très intéressant avec nos amis d'Oxfam, mais d'ici là, portez-vous bien. Je rappelle que vous pouvez écouter notre programme sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin, mais aussi vous pouvez aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network qui est www.taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. YouTube, www.impotsocial.com. Nous sommes aussi sur Stitcher. Et pour ceux qui veulent interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, hashtag Impôt Social, Facebook, Impôt et Justice Sociale. Et pour ceux qui veulent se connecter directement à nous, impôt avec S-8 social @outlook.fr. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine édition de votre podcast.